Bonjour. Alors, afin d'introduire au Décameron de Boccace, voici un extrait d'un film intitulé La peste à Florence, dont Fritz Lang a fait le scénario, d'après une nouvelle d'Edgar Poe intitulée Le spectre de la mort rouge. Ce film est un film à la fois d'historique, d'histoire, d'horreur, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, réalisé en 1919. Donc, c'est un film allemand de 1919. Alors, je vous montre ça pour préfacer justement à cet univers très particulier de la peste que va décrire Boccace dans le Décameron. Voici une. Alors, pour trouver ce texte, c'est très facile, hein, vous allez sur Gallica, vous avez plusieurs traductions. Bon, là, j'en ai pris une un peu au hasard. L'intérêt, on va voir, pour nous, par rapport à la thématique de l'épidémie, c'est surtout le début du texte et la préface. La préface moins, mais la préface de Boccace, c'est ça dont je parle, mais surtout le début du texte, le début de la première journée qui décrit la peste. Alors, c'est ce qu'on va voir à présent. Donc, première description. Alors, d'abord, un petit mot sur la préface. Alors, c'est une préface dont on s'est beaucoup moqué parce que Boccace la dédie aux dames amoureuses et se dit lui-même très, très amoureux. Alors, naturellement, le premier réflexe, mais ça, c'est bien un réflexe contemporain, hein, c'est de se dire, imaginez la bande de joyeux copains gays en train de rigoler, de s'esclaffer en disant « Waouh, formidable !» qu'est-ce qu'on s'amuse, enfin vraiment se moquer énormément des femmes en l'occurrence. Pas du tout, en réalité pas du tout. Être gay à l'époque, c'était très grave et très puni. Donc, c'était en fait, il valait mieux se cacher et dire ah oui, je suis très amoureux des femmes pour éviter d'avoir de très 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 gros ennuis. Et en même temps, il y a dans ce texte un accent de sincérité par rapport à ces dames amoureuses à qui Boccace va dédier son ensemble de nouvelles. En effet, Boccace se rend compte que les pauvres femmes sont complètement claustrées. Vous voyez, c'est une partie de la préface ici, de la préface écrite par Boccace. Donc, en outre, restreintes dans leur volonté, dans leur plaisir par les ordres des pères, des mères, des frères et des maris, elles restent la plupart du temps renfermées dans l'étroite enceinte de leur chambre. Elles sont oisives, elles roulent des pensées et elles ne sont pas très joyeuses et elles sont très mélancoliques. Donc, il y a une véritable compassion envers les lectrices de ce texte, et c'est Boccace qui adresse ce texte aux femmes amoureuses. Il n'en va pas de même aux hommes amoureux, puisque eux, si jamais ils sont mélancoliques, ils ont 10 000 manières, écrit Boccace, de s'en sortir, d'aller se promener, de faire la chasse, de n'importe quoi. Bon, donc on a vraiment une sorte de tableau là qu'il ne faut pas caricaturer de l'époque. Je vous mets le début de la peste en attendant, voilà. Il ne faut pas caricaturer ce tableau, c'est-à-dire c'est pas du tout une moquerie de joyeux compagnons homosexuels contre les femmes dont ils n'ont rien à faire et dont ils prétendent être amoureux tout en s'amusant joyeusement entre eux de ces subterfuges. C'est vraiment c'est vraiment une volonté de se dissimuler et en même temps une vraie sensibilité par rapport à la situation des femmes vraiment claustrées, l'opposition dont on ne cesse de parler, le binarisme genré qui fait que les femmes sont claustrées et sans aucune perspective de faire quoi que ce soit, d'appartenir au monde. Enfin, c'est un bon exemple hein, de ce dont on ne cesse de parler dans ce cours, à savoir le binarisme genré et l'asymétrie L'(A)2S qui en résulte. Alors, ici, c'est le début. Je passe directement à ça. C'est le début de la journée 1. Il y aura 10 journées. Les personnages sont 10. Et dans chaque journée, vous avez 10 nouvelles qui sont racontées par le roi ou la reine. On élit dans la compagnie quelqu'un, vous voyez, à tour de rôle. Donc, vous voyez comment la structure de 10 est extrêmement importante dans ce texte et structure absolument le récit. Alors, le ce que vous avez au début là, du texte, ce, belle, au-dessus de toutes les autres cités d'Italie, effet de la coupure, il s'agit de la cité de Florence. Vous voyez, c'est la fin du nom. Et voilà que parvint la mortifère pestilence. Alors pourquoi les corps célestes, nos œuvres iniques, ils ne se prononcent pas hein. Est-ce que c'est la colère de Dieu ou est-ce que c'est la fatalité? Ils ne se prononcent pas. Et comme Thucydide, il va montrer qu'elle vient d'ailleurs. Elle s'était déclarée dans les pays orientaux, elle a enlevé une innombrable quantité de vivants,
et elle s'étend malheureusement vers l'Occident. C'est assez étonnant ce texte avec le contexte du Covid aujourd'hui, puis poursuivant sa marche d'un lieu à un autre sans jamais s'arrêter, elle s'était malheureusement étendue vers l'Occident. La science ni aucune précaution humaine ne prévalait contre elle. C'est en vain que, alors on nettoie, on défend l'entrée aux malades pour conserver la santé, pardon. On organise des prières, des publics, quoi qu'il arrive. Bon, on a beau prier, supplier, faire des processions, tout ce que vous voudrez, la peste est là. Et il va la décrire exactement comme Thucydide, c'est-à-dire il suit vraiment le même pattern que Thucydide, le même schéma narratif. Donc là, il raconte, alors évidemment, ce n'est pas la même maladie, donc là, c'est la peste dite bubonique. Donc, il naît à l'aine et sous les aisselles des enflures, le bubon gagne tout le corps, et puis après, la nature, plus tard, la nature de la contagion vint à changer, et c'est des taches noires ou livides sur les bras ou sur les cuisses, etc., etc. Et c'est l'indice de la mort prochaine. Alors, je vous ai mis le petit côté Covid dans l'extrait suivant que voici. Voilà. Il parle d'un truc étonnant, il dit « Et ce mal s'accrut encore, non seulement de ce que la fréquentation des malades donnait aux gens bien portant la maladie, etc., mais de ce qu'il suffisait de toucher les vêtements ou quelque autre objet ayant appartenu aux malades pour que la maladie fût communiquée à qui les avait touchés. » Donc on se trouve, vous voyez, dans une grande précision, ici c'est extrêmement précis, et il y a quelque chose qui résonne vraiment par rapport au Covid de façon très, très importante pour notre époque. C'est pour ça que je vous convie à revenir à ces textes anciens autour de la question de l'épidémie. Comme chez Thucydide, la luxure, et c'est cette luxure qui va être surtout l'objet du film dont je vous parlais, La peste à Florence 1919. Donc là, vous voyez, la plupart des maisons sont communes, les gens font n'importe quoi, ils boivent sans mode et sans mesure, et ils piquent tout ce qu'ils trouvent, le plaisir et l'envie dominent, c'est le laisser-aller total. Alors ça s'illustre dans, par exemple, cette image-là du film. C'est bien d'avoir mis quelques images, je pense, ça rend les choses un peu plus, bon, je dirais pas joyeuses, mais au moins un peu plus vivantes. Voilà. Alors vous voyez ici l'image même de la luxure, du laisser-aller, des embrassades et puis de l'agglutination, si j'ose dire, des humains qui s'en fichent total, quoi, qui, de toute façon, la peste est là, alors on ne peut rien faire, alors autant rire, s'amuser, etc. Vous voyez comment le film, d'ailleurs, c'est ça, c'est plus ou moins l'histoire du film. Qu'est-ce que j'ai encore comme image? Oui, celle-ci. Donc, vous voyez là les morts, enfin, vraiment les morts partout qui tombent comme des mouches à travers la, la fontaine, enfin, vous voyez le côté très, très dramatique de l'affaire. Alors, bon, je reviens à mon texte, et voici que des belles jeunes filles vont s'opposer à tout cela en décidant de partir ailleurs. Donc, les voilà, elles vont à l'église de Santa Maria Novella, il n'y a presque personne, elles sont 7 jeunes dames en habit de deuil comme il convenait en un tel lieu. Elles sont unies par l'amitié, le voisinage ou la parenté. Elles sont très jeunes. Vous voyez des charmantes jeunes filles, et vous allez avoir les charmants jeunes gens également. Elles ont toutes les qualités, sages, sans nobles, belles de corps, distinguées de manière et d'une honnêteté parfaite, etc. Bon, du coup, on cache leurs noms, on les présente ensuite. Elles portent des noms du genre Fiorella, Pimponella, non, c'est pas tout à fait ça, mais bon, des noms, comment dire, de fantaisie. Et elles décident de partir à la campagne. Donc, allez hop, tout le monde à la campagne, hein, vous voyez. Donc, il faut fuir cette cité, fuir comme la mort les exemples déshonnêtes des autres. Et, alors là, c'est amusant, hein, nous allons nous revêtir honnêtement dans nos maisons de campagne, dont chacune de nous possède un grand nombre, pour nous livrer au plaisir mesuré, hein, sans dépasser de rien les bornes de la raison. Et suit une espèce de discours complètement délirant sur les petits oiseaux, les collines, les plaines, le ciel et les arbres, et voilà. Et tout ça est un peu étrange. Alors, de quoi ça relève? D'un poncif, en fait, de l'époque, qui dit ah, l'opposition ville-campagne est très forte dès la Renaissance, et ça se voit par exemple chez Shakespeare dans As You Like It,
Est-ce que c'est bien là-dedans? Oui. Quand le duc a été chassé du pouvoir, enfin peu importe les circonstances, et il dit: «Ah, merveille de la nature est moins cruelle que les humains, les abominent», dit les hommes, hein, bien sûr, on est, voilà. La nature est nettement moins cruelle. Certes, elle est cruelle, elle nous envoie du froid, du givre, la pluie, je ne sais pas quoi. Mais c'est une cruauté honnête et non pas une cruauté abominable et fielleuse. Nanana. Bon, vous avez suivi l'histoire. C'est vraiment un poncif de l'époque. Alors, évidemment, ça nous fait rire dans le contexte Covid. Nos maisons de campagne, dont chacune de nous possède un grand nombre. Bon, ben, bravo les filles, hein. C'est une chance pour vous d'avoir plusieurs maisons de campagne, hein, carrément. dont chacune de nous possède un grand nombre. Ce n'est pas tout ensemble, elles en posséderaient. Non, 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 chacune en a plein. Donc, elles décident de fuir la ville. Vous voyez le topos, la ville des honnêtes et la campagne merveilleuse. Surtout ne pas dépasser les bornes de la raison et ne pas être de ne pas avoir un comportement illicite. Et ensuite, tout le discours sur les oiseaux, là aussi, est archi conventionnel. Donc voilà, c'est ça qui est amusant, si on veut, c'est que, indépendamment du détail d'avoir plusieurs maisons de campagne, ce pourquoi on les envie, c'est que ce discours qui paraît original ne l'est absolument pas, vu que ça commence vraiment à être la mode de célébrer la campagne par opposition à la ville, considérée comme un espace de luxure, de perte de repères, de criminalité, de tout ce que vous pouvez imaginer de négatif dans le style. Et pour finir, et avant de revenir justement sur cette histoire de campagne, pendant que les dames raisonnaient ainsi, voilà qu'entrèrent dans l'église 3 jeunes gens, dont le moins âgé n'avait cependant pas moins de 25 ans. Donc, vous voyez, là encore, après les 7 belles filles, les 3 jeunes gens. Tout ça, c'est de la numérisation particulière. Le 3, le 7, le 10, c'est des nombres qui ont un sens, qui correspondent à des, comment dire, à des, oh, c'est difficile à dire. Enfin, c'est 3, 7 et 10, ça a tout un symbole dans ces nombres. C'est très important que le nombre soit 3 et 7 pour donner 10. C'est quelque chose. Alors, d'ailleurs, vous avez des tas d'exemples de cette importance des nombres symboliques dans, par exemple, la Vita Nova de Dante. Autour du 9e jour, de la 9e heure. J'ai rencontré Béatrice 3 fois, je la rencontrais à la 9e heure. Enfin, il y a un jeu sur le 9, le 3, qui là aussi relève d'un symbolisme profond. Alors, nos 3 jeunes gens sont également très jeunes. Et ce qui est étrange, c'est que disons leur panégyrique, c'est pas comme chez les filles d'être à la fois belle, bien née, riche, nanana, etc. Ici, c'est vraiment euh, ils n'ont pas été entamés dans leur ardeur amoureuse. Vous voyez, ni la perversité du temps, ni la perte d'amis ou de parents, ni la peur pour eux-mêmes n'avaient pu, je ne dis pas éteindre, mais on aurait pu rajouter seulement refroidir l'ardeur amoureuse. Donc c'est quand même étonnant de voir comment, à la fin, vous avez cette espèce de triomphe euh, extrêmement fort de l'amour, qui là aussi relève d'un poncif, mais peut-être pas tant que ça. Alors, pour revenir sur les 2 poncifs finaux, je vais essayer de déployer un peu une petite hypothèse. Certes, Boccace fait référence à la campagne comme étant un endroit extrêmement séparé de la ville et opposé à la ville en termes symboliques, c'est-à-dire en gros en opposant luxure, méchanceté, violence, cruauté, etc., et une espèce d'idéal de bonté parfaite de la campagne. Mais là, il y a un élément qui se rajoute, c'est que la campagne semble moins accessible à la peste. On a presque un argument médical ici. On sera moins nombreux à la campagne, on sera claustré, c'est-à-dire il y a une ébauche de confinement en quelque sorte. On va s'enfermer, bon, dans des lieux merveilleux, bon, je passe là-dessus, mais on va s'enfermer et on sera plus tranquille et plus protégé à la campagne. Ça, c'est nouveau et ça, c'est pas du tout le poncif habituel de l'opposition campagne-ville. C'est comme s'il y avait d'un seul coup quelque chose qui relève du sens pratique et qui donne d'ailleurs à ce texte une saveur particulière qui est son côté extrêmement, comment dire, réaliste. On n'est plus du tout dans les baratins romains, les pseudo-discours. Là, il y a quelque chose de vrai, de sincère, de très, très
notable de ce point de vue que j'appelle, faute de mieux, réalisme, hein, sans faire évidemment référence au mouvement qu'on appelle réalisme. Je veux simplement dire que le texte ne se contente pas de reprendre des poncifs, mais donne une dimension à la fois concrète et réaliste qui donne toute sa saveur à tout ça. Alors, pour les jeunes gens et l'ardeur amoureuse, même chose, c'est un topos, le jeune homme amoureux de la femme, etc. Mais ici, on peut voir autre chose, on peut voir peut-être une espèce de rage, de revendication. Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé aux malheureux gamins de moins de 25 ans? Ils ont été soumis, en tant que mecs, à la perversité du temps, c'est-à-dire entraînés à la débauche, à la boisson, à tout ce que vous pouvez imaginer. La perte d'amis ou de parents, ça veut dire qu'ils ont souffert de la peste et qu'ils ont perdu de la parentèle, des amis, ils ont eu des deuils, ni la peur pour eux-mêmes, contexte très étroit de la peste, et on retombe sur le fait que rien ne refroidit l'ardeur amoureuse. Donc ici, il y a également, et j'y insiste pour finir, cette force, cette forte mise en contexte qui est, je crois, caractéristique de ce texte et qui lui donne toute son énergie. Je ne sais plus si je vous ai montré ce... Si, je crois, au début. Voilà, ben je vais finir là-dessus. Donc, vous voyez, les rictus des personnages et l'espèce de bonhomme qui passe au milieu et qui prélude, on dirait vraiment le septième saut. Enfin, on dirait que ça prélude à ce film merveilleux qu'est Le Septième Sceau et qui parle également de la peste. Alors, on n'en finirait pas de la filmographie de la peste. Ça va je dirais que les grands chefs-d'œuvre, c'est peut-être. Je ne parle pas des films type Dracula qui sont aussi liés à la peste, mais disons peut-être on pourrait en garder deux. Alors, effectivement, Le Septième Sceau, qui est une merveille absolue et dont la dernière scène a été tournée, paraît-il, à l'arrache, au dernier moment. Allez, alignez-vous sur la colline, là, tenez-vous par la main, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et c'est devenu une scène d'anthologie, comme quoi il ne faut pas toujours, comment dire, peaufiner trop les choses. Hein. Parfois, en le faisant comme ça, c'est mieux, hein, ne jamais l'oublier. Et puis le deuxième film, je parlerai peut-être des Témoins de Téchiné, un film magnifique sur le sida, une pure merveille. Ben, je garderai ces deux films. Évidemment, on pourrait absolument développer. Le thème de l'épidémie est infini. Et je vous dirai quelques mots la prochaine fois de Daniel Defoe. Merci beaucoup pour votre attention, comme on dit. Et maintenant, je galère à essayer d'éteindre comme d'habitude. Oh là 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 là. Je ne suis pas très douée. Bon, c'est bon. Hop.